Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse en cette semaine consacrée à la République démocratique du Congo. Le dossier du jour évoquera le financement incertain des élections. Et puis au sommaire également de cette émission, élections législatives en Égypte, le taux de participation est particulièrement faible. Nous parlerons d'une autre élection, la présidentielle qui approche à grands pas en Côte d'Ivoire puisqu'elle est prévue ce 25 octobre. Focus sur l'un des candidats, le président sortant, Alassane Ouattara. Ils sont avec nous autour de ce plateau pour en parler, nos éditorialistes Daouda Tal. Daouda, bienvenue. Merci Amira et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Samuel Gambog. Samuel, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir. Et Malik Hacher. Malik, bienvenue. Merci Amira, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Les Égyptiens ont commencé ce 18 octobre à voter pour élire un nouveau Parlement. Ces élections législatives sont les premières depuis la chute du président Mohamed Morsi. Au vu du faible taux de participation et de la quasi-absence des partis d'opposition, beaucoup craignent que le nouveau Parlement ne se transforme en un organe dévoué au président Abdel Fattah el-Sisi. C'est un sujet d'Oumouk El-Soumba commenté par Arwa Barkala. Depuis la chute du président Mohamed Morsi, en juin 2012, les Égyptiens n'avaient pas renouvelé le Parlement. Avec l'avènement du président Abdel Fattah el-Sisi, le peuple égyptien choisit ses députés le dimanche 18 octobre et le lundi 19 octobre 2015. Plus de 27 millions d'Égyptiens dans les 14 circonscriptions sur 27 sont admissibles à voter. La particularité de ces élections législatives est le faible taux de participation, 2,2% selon la commission électorale. Les jeunes, qui représentent la moitié de la population de l'Égypte, sont les grands absents. Bien sûr, je n'ai pas voté hier et je ne compte pas le faire aujourd'hui. Aucun de ces candidats ne répondra aux besoins du peuple égyptien. Tous les anciens députés ont fait beaucoup de promesses, jamais honorées. Le même scénario va se reproduire, alors à quoi bon voter? Selon des experts, ces élections législatives sont d'une importance capitale pour l'Égypte. Le nouveau Parlement est un pilier du renouveau institutionnel et démocratique du pays. Les élections législatives sont très importantes pour les citoyens. Le peuple a besoin d'être représenté à l'Assemblée nationale. Pour l'État, il est le troisième pilier politique dans la feuille de route 2013. L'Égypte a besoin d'un parlement fort, élu démocratiquement, pour compléter la structuration du pays. Le vote est sacré, tous les citoyens doivent se présenter aux urnes. La première phase des élections législatives en Égypte a commencé le dimanche 18 octobre 2015 au Caire et doit se poursuivre jusqu'à ce lundi 19 octobre. La seconde étape des élections dans les 13 provinces restantes débutera les 22 et 23 novembre. Le Parlement sera composé de 596 députés. Cependant, le faible taux de participation est une grande préoccupation pour le gouvernement. D'ailleurs, le chef de l'État exhorte les Égyptiens à aller voter massivement. Malik, le président égyptien a un chef d'État sans parti, mais on peut clairement dire que la majorité des candidats le soutiennent. Il n'y a pas de candidats des frères musulmans, puisqu'ils ont été déclarés organisation terroriste. Il n'y a pas non plus de parti assimilé aux révolutionnaires de 2011. Oui, une vie politique anémiée depuis la destitution de Mohamed Morsi. Un président el-Sisi qui essaye d'imposer un pouvoir fort. Un pouvoir, il faut le dire, un peu personnel, parce que même s'il y aura une élection, si elles ont lieu en ce moment, les élections législatives seront finalement une vitrine pas très démocratique, parce que en vérité, le président Sisi concentre entre ses mains le pouvoir exécutif et législatif. Ça sera juste une façade, je pense. Il concentrait déjà ce pouvoir législatif dès sa prise de fonction. Donc oui, une politique anémiée, une vie politique animée, parce que vous avez des Égyptiens qui ont une défiance telle envers la politique après tout ce qui s'est passé, un président élu, Mohamed Morsi, qui a été destitué, donc un climat de peur aussi. Nous sommes dans un climat sécuritaire incertain avec la menace de Daesh dans la région, donc vous avez aussi ce pouvoir fort qui se sert aussi de cette atmosphère tendue et qui a réprimé, comme vous l'avez bien dit, les partisans des frères musulmans, qui étaient la principale force d'opposition en Égypte, il faut le dire. On a eu des procès avec des condamnés qui se comptaient par centaines à la condamnation à mort, des condamnations qui ont été critiquées de toutes parts par les ONG, des journalistes incarcérés, une difficulté pour eux d'exercer en Égypte. Donc oui, ce n'est pas étonnant que vous ayez ce faible taux de participation. Un président el-Sisi qui a un boulevard devant lui, mais un boulevard au prix de la répression.
Oui, Samuel, un seul parti islamiste ouvertement pro-Sisi qui se présente à ces élections, un parti qui avait même soutenu l'éviction de Mohamed Morsi. Qu'est-ce que ça veut dire au final que le Parlement issu de ces élections sera totalement voué au président Al-Fattah al-Sisi? Oui et non. Oui, parce que ce sont tous des partisans très proches du président Al-Sisi, mais tout cela a été parfaitement bien orchestré par l'actuel président, parce qu'il prend le pouvoir dans des circonstances qui sont tout à fait particulières. Malik l'a très bien rappelé il y a un instant, mais ce qu'il faut préciser, c'est que la situation égyptienne est quand même très délicate. Elle est particulière. Mohamed Morsi prend le pouvoir parce que la situation est délétère. Les frères musulmans avaient pris le pouvoir et installé un pouvoir qui était aussi fort, qui était lui aussi, qui restreignait un certain nombre de libertés. Et je prends pour preuve le témoignage que donne quelqu'un qui est un parfait connaisseur de la situation de la vie politique égyptienne, qu'est l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali. Il a donné une interview où il montre clairement que Mohamed Morsi, le président Al-Sisi, est quelqu'un qui écoute, qui sait écouter, qui prend de bonnes décisions. Il a hésité à prendre le pouvoir, mais fallait-il rester les bras croisés face à la situation qui se dessinait en Égypte? Il a d'ailleurs fait une comparaison qui est fort éloquente, celle de la France dans les années 1940, au moment où les Allemands entrent en France. Est-ce qu'on parlait de liberté? Est-ce qu'on parlait de démocratie? Et face à cette situation, il la qualifie de situation de guerre. Et que lui qui a créé d'ailleurs la Commission nationale des droits de l'homme soutient cette commission. Et par rapport à la situation actuelle, il faut prendre des mesures justes. Donc selon vous, la situation qu'a récupéré le président Al-Sisi peut justifier ces dérives autoritaires dont tout le monde l'accuse? Oui, tout le monde peut l'accuser. Tout le monde peut l'accuser, mais il fallait aussi que les gens prennent des décisions au moment où il prenait le pouvoir. Est-ce que c'est lui qui a décidé de prendre le pouvoir? Le pouvoir était déjà aux mains des populations qui revendiquaient plus de liberté. Il a saisi cette occasion. Il avait la possibilité de réprimer la population, comme par le passé, certains états-majors ont su le faire. Il ne l'a pas fait. Il a plutôt soutenu la population. Voilà. Il y a eu quand même des répressions. On ne peut pas le nier, Samuel. Oui, il y a eu des répressions. Il y a quand même un parti politique qui a été décrété organisation terroriste. Oui, il y a un parti, ça, on peut le dénoncer. Moi, le premier aussi à le dénoncer. La participation doit être inclusive. On ne peut pas éliminer un parti politique qui a existé sur la scène politique depuis des décennies. Donc là, à ce niveau, il y a une faute politique qui est grave. Mais pour revenir sur la situation actuelle, je pense que la situation est tellement précaire qu'il faut être très prudent dans la prise de position. Daouda, on a deux avis complètement différents, celui de Samuel, celui de Malik. Lequel partagez-vous ? Bon, à la limite, moi je me situe entre deux aussi, c'est-à-dire que ce qui est important dans un pays, c'est de garantir l'expression démocratique, c'est aussi de garantir la sécurité et l'économie, parce que bon, les conditions de subsistance sont importantes dans un pays pour les populations. Donc à ce niveau-là, le président Al-Sisi fait des efforts. Maintenant, sur le principe démocratique même, moi je ne serais pas très d'accord avec la thèse de Samuel, on va dire, étant donné que, même si je la comprends bien, étant donné que, bon, pour lui, ce qui est important, c'est la stabilité, etc. Oui, mais la stabilité dans la démocratie, c'est-à-dire quand on interdit un certain nombre de partis politiques, notamment... Reprenez-moi aussi. Hein. Oui, j'entends bien, justement. Mais quand on interdit un certain nombre de partis politiques, comme les frères musulmans, etc., bon, Malik l'a rappelé aussi, toutes les condamnations à outrance, que tout le monde a constaté, je trouve pas ça très bien pour l'expression démocratique, pour le peuple même. Maintenant, bon, faut équilibrer la balance. C'est vrai que c'est quelqu'un qui tient bien son pays et il arrive à mettre son pays sur, en tout cas, une bonne direction au niveau sécurité et développement, mais il faudra qu'il fasse plus d'efforts dans la démocratie en espérant que ces élections législatives se déroulent normalement. Malik, très rapidement peut-être. Oui, très rapidement. On est dans une situation complexe, mais le président Al-Sisi, quand même, va, je pense, épargner beaucoup de membres qui étaient issus du clan Moubarak. Il faut savoir aussi qu'ils reviennent aussi sur la scène. On pensait finalement de passer à une autre ère. Et finalement, on revient dans une autre ère, dans une ère qu'on a déjà connue. Oui. Donc moi, je pense fondamentalement qu'on est en train de revivre des années comparables à celles de Moubarak, même si je ne veux pas dire que le mandat de Moubarak a été mauvais dans son ensemble. Mais je pense qu'on revient en arrière. C'est vraiment un retour en arrière en Égypte. C'est mon avis. Une révolution volée ?
Une révolution volée, oui, parce que quand on voit le climat de défiance, quand on voit une population qui n'a plus confiance en ses institutions, quand on voit les affaires de corruption qui ressurgissent, quand on voit que finalement on a une vie associative qui n'existe pratiquement plus et qui est difficile, eh ben, malheureusement, je pense que c'est un retour en arrière. Bon, c'est un sujet qui fait débat. Alors, Samuel, très rapidement, vraiment 30 secondes. Oui, mais je pense que sur la maturité de la vie associative ou même sur la profondeur de l'action politique de l'opposition, on ne peut pas attribuer cette responsabilité à Al-Sisi. Je pense que l'Égypte a connu une situation de pouvoir fort qui a littéralement fragilisé l'opposition et tout ce qui est expression de liberté. Je ne pense pas que c'est en 2 ans. Et d'ailleurs, l'ancien secrétaire général soutient d'ailleurs que l'Égypte a besoin de 2 à 3 ans pour retrouver le chemin de la stabilité, afin de construire un environnement politique beaucoup plus stable, beaucoup plus ouvert. Donc on fera un bilan, messieurs, dans 2 ou 3 ans sur ce même plateau. Avec plaisir. Et les Ivoiriens iront aux urnes aussi le 25 octobre 2015, mais cette fois-ci pour élire leur président. Élu en 2010, Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. C'est donc pour lui l'heure du bilan. Le retour de la croissance suffira-t-elle à permettre au président de briguer un second mandat? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Serge Kofi qui a suivi le président et candidat en pleine campagne électorale. C'est dans la ville marchande de Kong, au nord-est de la Côte d'Ivoire, qu'Alassane Ouattara, le candidat du RHDP, a été reçu ce vendredi. Pas de meeting à cette étape de la campagne, mais une séance de prière. Le président sortant, en foulant cette terre, s'est rendu à la mosquée historique de la ville. Un recueillement pour prier en faveur de la paix et de la réconciliation. Je voudrais remercier l'imam Sanogo qui vient de faire une prière pour la paix dans notre pays, une prière pour des élections apaisées. Et il a également exhorté tous les Ivoiriens au pardon et à la générosité. Et c'est donc un appel que je partage en totalité. Le président sortant s'est ensuite rendu à Béké. Reçu en triomphe par ses partisans, Alassane Ouattara s'est entretenu avec les cadres de la région. Ado, comme l'appellent ses militants, croit à ses chances pour ce scrutin. La seule incertitude pour lui, c'est le taux de participation. Je vous demande d'aller partout. Aussi bien sûr à Boaké que dans les localités, dans les villages, partout, dire à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à tous les Ivoiriens de voter massivement. Et c'est pour cela que c'était important de retirer les cartes d'électeurs, parce que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur où est-ce que nous en étions. Il m'a dit que c'était très timide jusqu'à hier. Mais il y a un engouement aujourd'hui. Mais cela ne suffit pas. J'espère que tous ceux qui sont dans cette salle ont leur carte d'électeur. Voilà, je parle de la nouvelle carte d'électeur. À quelques jours du scrutin, le candidat Alassane Ouattara a déjà parcouru la moitié du pays. Partout où il est passé, il a exhorté ses compatriotes à lui accorder un mandat de plus afin de parachever les chantiers entamés. Pour le débat, on va commencer avec vous. Samuel, la Côte d'Ivoire, véritable locomotive de la CEDEAO, on ne peut pas nier les performances économiques du pays. Pourtant, on se questionne tout de même sur la redistribution des fruits de cette croissance. Oui, la redistribution des fruits de la croissance se pose pas simplement en Côte d'Ivoire, mais dans toutes les économies émergentes, au premier rang desquelles la Chine. On observe un développement à 2 vitesses. En Chine, il y a des régions qui restent extrêmement pauvres, dont la question de l'inclusivité de la situation positive macroéconomique d'un pays est une réalité qui concerne tous les pays qui sont en situation de croissance. Donc aujourd'hui, ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire, c'est de maintenir le niveau de croissance à un niveau beaucoup plus stable au cours de nombreuses années. C'est ce qui permettra la redistribution. Mais rappelons-nous que la Côte d'Ivoire sort d'une décennie de crise et où l'économie n'était plus au rendez-vous. Et avant même la décennie de crise, il faut rappeler que des erreurs macroéconomiques ont été commises dans la gestion du pays. Et donc, on ne peut pas, en quelques années, réduire toutes ces inégalités qui ont été creusées pendant plus de 20 ans d'absence de rigueur, d'absence de gestion prudente de l'économie dans un pays. Donc, il faut attendre encore des années pour que la redistribution soit
presque parfaite encore. Est-ce que la perfection dans la redistribution économique existe dans un pays, dans le monde? Ce qu'il faut simplement évaluer, c'est les efforts fournis en termes de reconstruction, les efforts fournis en termes de réformes structurelles, les efforts fournis en termes de décentralisation. Et je pense que sur ce chantier-là, la Côte d'Ivoire est plutôt en bonne voie. Et ce, grâce au président Alassane Ouattara? Je le pense, oui. Malik, vous partagez l'avis de Samuel. Le président Alassane Ouattara peut se targuer d'avoir un bon bilan en ce qui concerne l'économie du pays? Oui, je partage tout à fait l'avis de Samuel. Nous sommes dans une période en Côte d'Ivoire de reconstruction de l'état de droit, de reconstruction de l'économie ivoirienne. Et Samuel a très bien rappelé que le pays a vécu une décennie difficile tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Donc oui, on est dans une phase de démarrage. Et il est difficile de voir finalement les retombées de la croissance. C'est difficile de voir tout de suite cette croissance économique sur le terrain, de voir une amélioration sur le plan social, par exemple. C'est difficile parce que quand vous êtes dans cette période-là où il faut tout reconstruire, refaire les infrastructures, on ne voit pas immédiatement les retombées économiques. Donc ça, c'est propre à tous les pays, c'est pas propre justement à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut saluer les grands travaux qui sont mis en œuvre, notamment la réalisation le renforcement des axes routiers, les grands projets de ports commerciaux. Donc il faut saluer cette initiative. Maintenant, sur le plan démocratique, il y a toujours un peu des critiques qui sont faites à Alassane Ouattara et ça a fait l'objet d'un débat en Côte d'Ivoire. Daouda, ce bon bilan économique satisfaisant, c'est ce qui pourra peut-être permettre au président Alassane Ouattara de briguer un autre mandat? Tout porte à le croire en tout cas, parce que les observateurs sont unanimes quasiment à ce niveau-là pour dire que le président Ouattara a quand même un bon bilan économique. Maintenant, moi je voulais préciser une chose, c'est-à-dire que entre parler d'économie et de développement, il y a une différence. Sur les indicateurs macroéconomiques, effectivement, il y a le taux de croissance est à son plus haut niveau, les infrastructures sont construites progressivement, l'agriculture se développe, la Côte d'Ivoire est passée encore récemment premier producteur mondial de l'anacarde. Il y a la diversification par les mines qui se fait, donc à l'inverse de la stratégie des autres pays africains qui ont besoin de diversifier, du coup d'adopter d'autres stratégies différentes des mines parce que leur économie est historiquement basée sur les mines. Donc la Côte d'Ivoire prend le chemin inverse en diversifiant par les mines. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qui est important? C'est le développement. Le développement, c'est notamment le bien-être des populations, etc. Et dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est-à-dire que souvent, on pense à faire la croissance et à la redistribuer auprès des populations via quoi? Par des politiques sociales, etc. Cette stratégie ne me paraît pas la bonne. Partout en Afrique d'ailleurs, la stratégie qui me paraît moi la bonne, c'est d'inclure dans la chaîne de valeur économique les acteurs du pays eux-mêmes, donc les acteurs ivoiriens, c'est-à-dire qui fait la croissance en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est les Ivoiriens eux-mêmes ou est-ce que c'est les investissements directs étrangers? À mon avis, la première option est la meilleure. Donc, encore une fois de plus, moi je plaide pour cette position. Il faut qu'on arrête de parler de redistribution de la croissance en évoquant la croissance inclusive. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que ce soit les acteurs économiques du pays à travers des petites et moyennes entreprises, à travers le secteur informel, à travers des champions nationaux, des entreprises championnes, les soutenir en tout cas, l'accès au financement, etc., pour que ce soit ces acteurs économiques même qui font la croissance. Dans ce cas-là, tout le monde peut trouver un emploi, en tout cas beaucoup, et ensuite les caisses de l'État en sortent plus rempli d'ailleurs, puisque si c'est les nationaux qui font l'activité économique, les recettes de l'impôt est payée sur place et non pas rapatriées ailleurs et payées vers les pays d'origine des multinationales. Donc c'est là l'enjeu d'un point de vue économique. Donc le bilan est positif pour l'instant, mais il faudra quand même rééquilibrer les choses à ce niveau-là. Mais pour revenir à votre question de base, oui, d'un point de vue économique, il a des chances quand même, parce qu'il brandit un bilan qui à peu près plutôt satisfaisant, oui. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.